Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Live from the Magic at Disneyland Paris. Salut Chloé, ça va? Hello tout le monde, salut Mathias. Aujourd'hui on a plein de choses sympathiques à vous montrer, c'est pour ça qu'on a ressorti nos casques de chantier. Et Chloé, tu vas pouvoir nous expliquer parce qu'aujourd'hui on va faire ça un peu différemment. Et oui, c'est une visite insolite qui nous attend aujourd'hui. Donc je vais rejoindre les équipes de la maintenance qui se trouvent à Hyperspace Mountain, mais aussi à Big Thunder Mountain. De mon côté, je vais aller sur le chantier de la nouvelle attraction Cars Road Trip qui se construit en ce moment au parc Walt Disney Studios pour rencontrer les équipes en charge de l'horticulture qui vont tout nous raconter sur toutes les espèces végétales en train d'être implantées dans l'attraction. Donc ça s'annonce très sympa. On se retrouve, je pense, d'ici quelques heures. Au moins quelques heures. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, ouais, et toi? Ouais. Ça me fait super plaisir donc de te voir juste à côté de notre Space Mountain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et un peu de ce que tu fais tous les jours? Moi, ça fait 14 ans que je travaille à Disneyland Paris. J'ai commencé sur Space Mountain, après j'ai évolué un petit peu sur d'autres attractions. Et je m'occupe de toute la maintenance mécanique de l'attraction. Est-ce que tu peux nous montrer un peu? Allons-y. Quotidiennement, on est une équipe de 5 personnes. On tourne le matin et le soir. On s'occupe de la préparation des pièces parce qu'on a une équipe de nuit en permanence. Et on s'occupe également du contrôle des trains. On fait un contrôle global de tout ce qui est roue et surtout tout le système de retenue des harnais. Du coup, vous faites tourner l'attraction? Oui, effectivement, l'attraction tourne régulièrement pour s'assurer que tout fonctionne correctement le jour de la réouverture. Récemment, on a changé le câble de la catapulte ainsi que le pusher, qui est le véhicule qui se trouve juste en dessous. Par la suite, dans les semaines qui viennent, on prévoit de changer les moteurs du lift B. C'est la deuxième montée au niveau de l'explosion du destroyer. Lorsque l'attraction a changé les trains, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous au niveau de votre travail? Oui, parce que du coup on a gagné en fiabilité, parce que sur les harnais par exemple, on passe de systèmes mécaniques à des systèmes hydrauliques avec une assistance électrique. Et à part Hyperspace Mountain, est-ce que tu travailles sur d'autres attractions? Oui, je travaille sur Phantom Manor, Big Thunder Mountain, Orbitron et Buzz l'éclair. Et c'est laquelle que tu préfères? Alors vraiment ma préférée c'est Hyperspace Mountain. C'est une des plus grosses attractions du parc et techniquement elle est assez impressionnante. J'adore Space Mountain aussi et je serais super curieuse de voir comment fonctionne le pusher dans le canon. Est-ce que tu pourrais me montrer? Avec plaisir, allons-y. Trop cool. Donc ici on se trouve dans la catapulte, c'est la première zone de lancement pour nos visiteurs. Tous les équipements que tu peux voir au-dessus, c'est des équipements de sécurité. Donc il y a 21 freins et des anti-retours. Donc du coup vous checkez les freins aussi ici? Donc en fait les freins sont contrôlés par nos équipes de nuit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment elle fonctionne en fait cette catapulte? Donc le train arrive par ici. Il va se positionner à un certain emplacement. Donc il va être arrêté dans les freins d'urgence. Et ensuite, l'aileron va monter doucement pour s'accrocher sous le train. À ce moment-là, les freins vont s'ouvrir et l'aileron va partir, le pusher, pour envoyer le train à l'intérieur de l'attraction. Donc du coup, où sont le fameux pusher et le câble que vous avez changé? Je vais t'emmener voir, c'est juste en dessous. Alors ici, c'est le pusher, donc c'est le véhicule qui envoie les trains dans l'attraction. C'est le même système de catapultage que sur les porte-avions. Et ça prend combien de temps à changer un tel équipement? Alors à changer, il faut compter à peu près une dizaine de jours, à savoir qu'il y a 5 techniciens, du matin, du soir et de nuit. Il y a combien de marches du coup à monter jusqu'en haut? Il y a un peu plus de 200 marches. Un peu plus de 200. Bon, en tout cas, la vue d'ici elle est trop belle, on voit même jusqu'à Frontierland. Ouais, mais tu sais que c'est pas le point le plus haut de l'attraction encore. On peut aller encore plus haut? On peut encore aller plus haut. Eh ben, je veux trop y aller. C'est parti.
de nous avoir fait découvrir toutes ces choses à propos de Space. Écoute, ça m'a fait plaisir de te faire découvrir mon métier et du coup l'attraction, l'envers du décor. Et du coup, on se quitte sur cette belle vue sur le parc et merci encore. Et maintenant, on quitte notre galaxie très lointaine pour retourner sur Terre et aller directement à Thunder Mesa. A tout de suite. Hello Laurent, ça va? Ça va très bien, je suis ravi de t'accueillir. Donc je vais te présenter nos métiers de la maintenance à l'attraction. Donc moi je travaille sur le ride. Donc on s'occupe essentiellement de Space Mountain et de Big Thunder Mountain. Donc on va te présenter un peu nos métiers et ce qu'on fait pendant cette fermeture. Avec plaisir, je te suis. Oui, on en a profité pour faire des travaux de charpente, voilà, pour améliorer le confort des guests aussi, voilà, que ce soit plus joli et plus visuel pour eux. Parce que du coup, ces travaux-là, effectivement, vous ne pouvez pas les faire quand l'attraction est ouverte. C'est très compliqué parce qu'il fallait démonter toute la partie bois et remonter en même temps. En une nuit, c'est pas possible. Donc il y a à peu près un mois de travail, juste pour faire du bois, des charpentes de bois. Ils ont changé toutes les glissières au fond. Pourquoi ils les ont changées? Parce qu'on appelle ça une pièce d'usure. C'est une fréquence qui peut prendre entre 2 à 4 ans. Quand le parc est ouvert, oui. Vous les faites quand ce genre de réparation? Si vraiment il y a une urgence à les changer, c'est forcément de nuit. Et ça va s'étaler sur plusieurs jours. Tandis que là, on a pu réduire sur 2 jours. Alors pour faire cette opération-là, il a fallu 5 techniciens pendant une semaine. Voilà. En changeant les glissières aussi bien de la chaîne haute que de la chaîne basse. Cette treuil électrique nous permet de faire avancer la chaîne et pouvoir changer les glissières au fur et à mesure sans démonter toute la chaîne. Donc c'est un gain de temps énorme. Et vous avez ça depuis combien de temps? Alors je l'ai fait fabriquer il y a 2 ans. D'accord. Pour une autre opération, mais nous aussi on l'utilise aussi pour les glissières. Du coup c'est une de tes initiatives? Oui, c'est un projet que j'avais depuis 2 ans. Là, les équipes menuiserie ont changé les marches, ont rajouté des ventiles dérapants pendant les fermetures là. Donc, je vais te présenter un élément important, c'est le rail du train qu'on vérifie tous les jours et qu'on change par période en raison des fortes charges du train. Donc il y a des tronçons qu'on change régulièrement pour la sécurité. Comme c'est une attraction à l'extérieur et que les guests ne sont pas là, est-ce que vous avez parfois des animaux qui viennent un peu vous rendre visite Là, on a beaucoup de canards qui profitent du calme pour venir s'installer et bien trop d'oiseaux, un héron particulièrement. Voilà, il y a beaucoup d'animaux qui en profitent pour se approprier les lits. Et en principe, si tout va bien, d'ici quelques mois, nous aurons les petits poussins qui seront là pour agrandir la famille. Ouais, Chloé, je te présente Julien, des techniciens qui est avec nous aujourd'hui. On a profité de cette fermeture pour changer 32 réservoirs d'air. Ça vous a pris combien de temps? Alors là, on est déjà à 2 semaines, en plus des modifications techniques. Et vous êtes une équipe de combien pour gérer ça? Alors la journée, il y a 10 techniciens. À quoi elles servent exactement ces bonbonnes du coup? Alors c'est un élément de sécurité. D'accord. C'est-à-dire que si pour X raison on a une coupure d'air, elle est là pour préserver les freins fermés. En fait, les bonbonnes d'air étaient pas trop accessibles, c'est-à-dire qu'elles étaient sous le rail. Donc pendant la construction, elles ont été mises avant. Et pour nous, on les a modernisées, c'est-à-dire on les a mis sur le côté pour nous, la maintenance, pour faciliter l'accès et le contrôle de ce genre d'éléments. Alors là, tu es actuellement dans le garage de BTM où sont stockés les trains pendant la fermeture de l'attraction. C'est-à-dire que la journée ils tournent et la nuit ils sont stockés là. Eh bien Laurent, je te remercie sincèrement de nous avoir fait visiter ton attraction et de nous avoir fait visiter tous les petits recoins de Big Thunder Mountain. Ce fut un plaisir de t'accueillir, de te présenter nos métiers et la superbe attraction qui est Big Thunder Mountain. Et tout de suite retrouvons Mathias qui se dirige vers le chantier de Cars Road Trip.
Bonjour Julia, bonjour Marc, vous allez bien? Bonjour, oui très bien, merci. Bah écoutez, on est ravis de vous avoir ici dans notre émission Live from the Magic à Disneyland Paris. On a un peu envie de montrer ce qui se passe d'un point de vue paysager, puisqu'il y a un gros travail de ce qu'on appelle landscaping en anglais, pour transformer un peu, on va dire, ce petit coin de Seine-et-Marne en route 66, en Nouveau-Mexique, Californie, tout ça, etc. Beaucoup d'influences en tout cas sur lesquelles vous allez pouvoir nous parler aujourd'hui. Donc Julia va nous raconter un peu ton rôle justement au sein de DLI et de ce que tu fais ici sur cette attraction. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille à DLI, je suis sur le projet Tram Tour et du coup je m'occupe de la conception et de la réalisation avec Marc de tout ce qui est aménagement paysager de cette attraction. C'est quoi vos rôles complémentaires sur cette attraction? Alors Julia est dans la cellule Design plus Planning Studio, donc elle réalise les plans, c'est la conceptrice des espaces paysagers. Et Marc est à construction, donc lui il s'occupe plutôt de s'occuper du suivi de chantier, de la réalisation des travaux qui ont été du coup dessinés par moi et de voir que tout se suit bien et que tout se réalise. Notre objectif commun c'est de s'assurer que les travaux sont réalisés en toute sécurité, tout en mettant l'accent sur la qualité. Et on est vraiment très exigeant chez Disney. Donc c'est pour ça qu'on suit au jour le jour toutes les entreprises pour que les travaux soient les mieux exécutés possible. Exécutés dans les règles de l'art, en intégrant justement le patrimoine déjà existant de cette attraction et puis en y intégrant des espèces végétales quand même adaptées, en essayant de bien évidemment rappeler l'Amérique mais tout en étant quand même en Europe et donc faire en sorte que ce soit des espèces qui tiennent et qui soient pérennes sur ce projet. Alors, justement, comment t'as pensé tout ça? Ah déjà j'ai regardé Cars, n'est-ce pas? Combien de fois tu l'as vu? Oh là là, je ne compte plus. Non mais alors du coup en effet oui on a regardé Cars, on s'est beaucoup inspiré, j'ai beaucoup regardé tout ce qui est grand parc américain, Yosemite, Grand Canyon, tout ça et du coup en récupérant des espèces présentes déjà là-bas, en essayant d'adapter, donc en faisant des recherches ici pour voir en fonction des sols parce que ici les sols français sont pas du tout les mêmes sols qu'on a en Amérique, donc en essayant de transposer au meilleur que possible pour que justement les espèces elles puissent s'intégrer au paysage ici. Et c'est vrai que les conditions climatiques ne sont pas du tout les mêmes et par contre on retrouve des séquoias géants emblématiques et des grands parcs nationaux américains. Vous avez fait venir ici? Qu'on a fait venir ici, en grand nombre d'ailleurs. Mais qui ne viennent pas d'États-Unis, attention. D'accord. Ils viennent de pépinières, pour la plupart justement on a quand même tenu à garder des pépinières assez proches, donc belges, italiennes, mais rester quand même dans l'Europe pour pas non plus déjà avoir trop de transport. Parce que les végétaux qu'on transporte comme ça d'un endroit à l'autre, ça leur provoque quand même du stress. Donc en essayant de respecter les règles de l'art, l'environnement, c'est quand même hyper important. On essaye de garder ça en tête tous les jours. Mais il ne faut pas oublier que les végétaux sont des êtres vivants, donc ça nécessite beaucoup d'adaptation, de délicatesse et une certaine sensibilité pour trouver leur meilleur emplacement, le meilleur angle, mais aussi tout le soin qu'on peut avoir dans le transport, l'acheminement et la plantation, puis l'entretien des végétaux. Alors, petit fun fact, on va voir si vous savez me le dire, combien vous avez planté de nouveaux arbres, de nouveaux bosquets, ou combien il y a de nouvelles espèces qui ont été amenées sur le site? Alors, on va dire qu'on s'est arrêté à 500 parce que ça fait vraiment beaucoup. Il faut dire aussi qu'on s'adapte beaucoup à l'environnement existant et que cette quantité d'arbres plantés évolue au fur et à mesure des besoins. Quand on a planté une zone, on recule, on prend le temps de reculer, regarder, d'analyser, de voir si ça fonctionne et éventuellement on en rajoute, on en enlève, on compose à chaque instant avec ce qu'on a autour de nous. Et est-ce que des fois, toi Marc, il y a des idées que Julia avait proposées où tu dis bon là techniquement c'est pas possible, ou ça rendra pas bien, ou le sol n'est pas fait pour, et du coup on change? Tout à fait, c'est mon rôle. Alors on essaye de se dire chez Imagineering que rien n'est impossible. Bien sûr. Donc je dirais plutôt que mon rôle c'est de rendre possible que Julia conçoit. Et en effet, j'ai aussi un rôle de conseil au moment des études et pendant le déroulé du chantier, apporter mon conseil technique pour trouver des solutions qui permettront de faire en sorte que tout fonctionne et que nos végétaux, qui sont des êtres vivants, puissent se développer, s'épanouir. Malgré le fait qu'on ne soit pas dans le même service, c'est super important pour moi comme pour Marc. On travaille vraiment ensemble et on essaye de... C'est notre bébé, hein. Même si les dessins, c'est moi qui les ai faits. Sans Marc, je pourrais pas... il n'aurait pas vu le jour et du coup,
c'est vraiment, on prend chaque petit centimètre et on réfléchit à tout ce qui peut se passer, les conséquences, les causes, tout ce qui peut. Et à partir de quand vous commencez ce process? C'est-à-dire que dès qu'on commence à concevoir l'attraction, tu commences tes dessins, ou tu fais ça au bout de quelques mois, quand l'attraction commence déjà à ressembler à quelque chose au niveau des grosses installations? Alors à la base, d'abord ça part d'une inspiration des créatifs, mais ensuite c'est tout au long du projet et de la conception. Moi j'accorde une importance toute particulière d'aller demander son avis à Marc, qu'est-ce qu'il en pense. Même si j'ai fait un peu de terrain, je considère que sa voix est très importante, du coup on se conseille, on va dire, tous les jours en fait. Est-ce qu'il y a des pièces ou enfin certains arbres vraiment dont vous êtes vraiment fiers? C'est quoi le plus grand arbre que vous avez planté ici par exemple? Alors on va pouvoir aller les voir, on a 3 très grands sujets, dont un qui dépasse les 14 mètres et qui a nécessité un transport exceptionnel. Vous nous montrez? Allez, c'est parti. Allez, après vous. Alors voilà. Donc là il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces arbres? Ils sont beaux hein? Ils sont grands. Ils sont immenses. C'est des arbres qu'on a été chercher en Belgique. C'est parmi les plus grands qu'on a plantés sur Tramtour et sûrement même sur le resort en ce moment. C'est des Quercus robur. Ce sont des Quercus robur X fastigata. Voilà, et c'est une espèce qui est marcescente où justement les feuilles restent accrochées à l'arbre malgré le fait qu'elle n'ait plus de vie. Et puis du coup c'est pour amener un peu de volume et de hauteur dans le chantier. Donc là il y en a 2. Ouais. Vous avez planté également 2 autres grands arbres. On a également planté ce Metasequoia. Ah oui. Qui est pareil, hein, assez énorme. On a utilisé des haubans pour les maintenir parce qu'avec une telle hauteur, la prise au vent elle est conséquente. Ouais. Et puis la manutention derrière ça, hein, pour creuser une fosse d'un arbre comme celui-là, c'est 4 mètres par 4 mètres. Et du coup tout autour, ça va être quoi? Du gazon? Ça va être une prairie je pense. Oui. Il faut savoir qu'ici on est en retrait par rapport à l'espace vu par nos guests. Puisque encore devant on a une rangée d'arbres qui vont venir fermer la zone. D'accord. Un peu comme ce qui a déjà été fait de l'autre côté, mais du coup c'est surtout l'idée que ça ressorte et que... Il y a plusieurs niveaux de relief. Quoi. En fait on a l'impression qu'ils ont toujours été là et qu'ils sont intégrés au paysage complètement. C'était un peu le but justement. Alors on est ici vers le milieu du parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des challenges que vous avez rencontrés sur ce chantier de façon générale? Alors déjà le premier challenge, on va dire le plus gros, c'est de trouver des espèces adaptées au site qui quand même rappellent l'univers de Cars, de la route 66, de l'Amérique, mais qui ont une essence française. Oui, qui sont adaptées à nos conditions. Et on est censé s'adapter pour composer avec toutes ces dimensions naturelles. Ces aléas. Et ça ne nous facilite pas toujours la tâche. Quand on commande un arbre comme celui-là, il y a tout un travail préalable en pépinière où il faut arracher la motte, mais dans les règles de l'art. Ensuite, il faut la mettre dans conteneur ou bien en mode grillagé. Sachant que tous les arbres qu'on voit sur le chantier ont été choisis par nos soins, un par un, dans les pépinières. Vous pouvez nous parler peut-être un peu plus toutes les différentes espèces, enfin pas toutes hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais quelques-unes des différentes espèces que vous avez choisies et pourquoi sur cette expérience? Eh bien alors ici par exemple on a choisi d'intégrer des Picea pugens. On peut voir que en fait ils sont cette particularité d'être bleus pour amener un peu une nouvelle ambiance dans la zone. C'est vrai que ça change un peu d'un sapin vert, donc on marque l'entrée dans une nouvelle scène. En français c'est un Picea du Colorado, donc on reste toujours dans l'influence américaine. On a aussi des Picea homorica. Alors la particularité de cet arbre c'est qu'il est très dur en fait et rugueux, mais justement il se tient bien, il est très graphique. Donc avec le Picea bleu, je trouve que ça faisait un bon mélange. L'idée c'est d'avoir toujours un contraste et d'éviter la linéarité. Et que les visiteurs ne s'ennuient pas. Et là on parle des grands arbres, mais j'imagine qu'il y a aussi des petites touches. Il y a plein de petits arbres. Alors en termes des petits buissons et les petits arbustes qu'on a choisis, on est plutôt resté sur des espèces forestières présentes ici, mais qui ont quand même des caractéristiques assez sympas en termes de couleur, de feuillage, pour quand même amener un peu de vie. On est sur des cornouillers sanguins qui ont des branches rouges l'hiver, mais qui perdent leurs feuilles, mais du coup qui ont ce côté assez coloré. On a aussi beaucoup de charmilles, de petits... tout ce qui est un peu de hêtre aussi. Des hêtres, des érables champêtres, enfin tout ce qui... En fait on a fait un gros travail
lecture de ce qui est présent ici pour ensuite aussi l'intégrer dans notre aménagement. On a aussi des arbres persistants, hein, comme on peut voir un peu partout, mais c'est des espèces qui se tiennent très très bien ici. Tu disais que tout est pensé et dessiné et c'est pas fait au hasard. Ah, rien n'est fait au hasard. Encore une fois, chaque arbre, on a choisi chaque arbre en pépinière. Chaque arbre planté à un endroit a un rôle à jouer en termes de décor, mais aussi en termes d'utilité. J'entends par cacher quelque chose, ou bien attirer le regard à certains endroits, ou bien justement accompagner pour ensuite donner la lumière aux scènes. Le paysage, c'est un peu, il a un rôle important, bien entendu, mais secondaire à côté de l'histoire qu'on raconte dans l'attraction. On veut pas voler la vedette, on veut surtout immerger le visiteur pour qu'au moment où... Exactement, tout à fait. Merci beaucoup Julia et Marc, on va vous laisser continuer, on a hâte de voir ça et merci encore pour votre accueil. Merci beaucoup à vous, c'est un plaisir. Un plaisir. À bientôt. À bientôt. Et Chloé, ça va? C'était bien. T'as passé une bonne journée? Franchement, des étoiles plein les yeux. J'ai appris plein de choses également, donc j'espère que ça vous a plu aussi à vous tous. On l'espère, n'hésitez pas à nous laisser quelques commentaires. On a lu tous vos commentaires sur la vidéo précédente et on vous remercie chaleureusement pour tous les retours que vous nous avez fait. Et on a hâte de vous en montrer encore plus dans un tout nouvel épisode qui arrivera très bientôt. On se dit à bientôt Chloé. Merci beaucoup. Et merci à tous pour votre fidélité. Ciao.